Alors le Carré des Jardiniers, ce concours dédié bien sûr à tous les entrepreneurs et les concepteurs de jardins, toutes les personnes, les entrepreneurs du paysage, concours qui fait sortir de l'ombre le jardinier mais qui également lance les tendances et j'espère va susciter auprès de beaucoup de personnes cette année de nombreuses vocations. Nous serons ensemble environ 1 heure à peu près jusqu'à midi. Je serai aux côtés des organisateurs de ce concours avec GL Events, avec Florence Rousson-Monpeau, l'UNEP représentée par son président Laurent Bizot, sans oublier le partenaire officiel du concours, Valeur, représenté par son président Michael Mercier, qui nous rejoindra en vidéo dans quelques minutes. Alors, le programme, suivez bien cela, la thématique du Carré des Jardiniers forcément, l'ADN de ce concours. Quels sont les enjeux de l'édition 2021 du Salon Paysalia? Nous ferons également un point sur le contexte sanitaire et les perspectives de reprise du marché. Tout cela avant de découvrir les 5 finalistes du Carré des Jardiniers qui trépignent derrière nous. Ils vont intervenir dans quelques minutes, dans une trentaine de minutes environ. Ensuite, notez-le bien, en fin de conférence, nous répondrons à vos questions, vous journalistes, posées sur le chat. Vous pouvez désormais déjà poser les questions sur ce chat. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de conférence. Alors, c'est un joli programme, je vous l'assure. Mais avant cela, retour en image sur l'édition 2019 du Carré des Jardiniers, parce que le Carré des Jardiniers, avant tout, c'est ça. Eh oui, le Carré des Jardiniers, c'est ça, un fabuleux concours avec avant tout l'humain au centre de tout cela. Florence Rousson-Monpeau, bonjour Florence, vous êtes donc directrice de la division Green Tech qui comprend les salons Paysalia et Rocalia. Alors, Paysalia, Rocalia, Carré des Jardiniers, c'est un triptyque gagnant. Que nous réserve-t-il aujourd'hui ? Triptyque gagnant, effectivement. Franck, merci pour cette belle question d'introduction. Je suis déjà ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse et aux côtés de Laurent Bizot et de l'UNEP qui co-organisent du coup cette manifestation qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre donc à Lyon. Pour rappel, Paysalia en 2019, c'était 741 exposants, 30 000 visiteurs, donc un rendez-vous effectivement majeur pour la profession. Je pense que plus que jamais, et en cette sortie de crise, c'est un rendez-vous qui s'inscrit au cœur des enjeux contemporains environnementaux. On a la chance de pouvoir adresser des thématiques qui sont effectivement extrêmement porteuses et de travailler avec une profession totalement engagée à nos côtés. Des grandes thématiques pour cette prochaine manifestation, la biodiversité avec la gestion alternative et les problématiques d'artificialisation des sols, les nouveaux marchés, on va parler de végétalisation différenciée, du marché de la piscine, l'expertise métier, la nécessité d'attractivité autour de cette filière. Je crois que la France a de la chance aujourd'hui, en tous les cas, nous en sommes très heureux chez GL Events de pouvoir organiser cet événement majeur pour la profession et de pouvoir du coup accompagner la filière dans ces problématiques d'attractivité, les compétences étant un vrai levier de compétitivité aujourd'hui. Et puis, dernière thématique qui sera couverte, l'adaptation aux nouveaux enjeux de la profession avec les enjeux sur la digitalisation notamment du marché. Beaucoup de villages d'entreprises qui seront regroupés, et beaucoup de fournisseurs déjà qui ont confirmé leur participation à cette prochaine édition. Des focus seront faits tout particulièrement autour de la biodiversité. On aura également un village fort de France piloté par Valor, des thématiques de l'arrosage. On parlait de compétences, on aura cette année également une grosse approche, un gros focus sur l'emploi et la formation.
De très nombreuses conférences. C'est important aussi de venir sur une manifestation pour se former, s'informer. Un programme autour du forum et des conférences qui sont pilotées par l'UNEP qui seront extrêmement denses. Et puis différents concours. On a parlé du Carré des Jardiniers, j'y reviendrai. Mais je tiens à souligner également que nous accueillerons, comme à chaque fois, la finale nationale du concours national de reconnaissance des végétaux, piloté également par Valor. Et puis c'est important de rester pragmatique quand on organise une manifestation professionnelle, une journée ville verte à destination de différents sites exemplaires, puisque nous avons la chance d'être sur un territoire qui est extrêmement porteur et d'avoir des collectivités qui sont aussi extrêmement engagées sur ces sujets. Peut-être un petit focus avant de revenir sur le Carré des Jardiniers. Nous travaillerons également aux côtés de Paysalia, et vous le savez, à accueillir cette année la 3e édition de Rocalia, que nous organisons en partenariat avec Pierre Actual. Rocalia, c'est l'unique salon de français de la pierre naturelle qui adresse et qui valorise du coup la filière et les métiers de la pierre naturelle, sur lequel on se rend compte qu'il y a de plus en plus de synergie avec Paysalia. Donc ça nous est apparu comme une évidence d'avoir également cette complémentarité de manifestation. Des grandes thématiques aussi autour de Rocalia, avec les enjeux sur la préservation du patrimoine, des enjeux sur la biodiversité, les expertises métiers que l'on va retrouver aussi, on en a parlé, et puis tout ce qui est l'évolution des constructions en pierre naturelle. On a aussi beaucoup d'enjeux pour nos métiers autour de ça. Beaucoup d'animations et un contenu très riche autour de Rocalia également, Franck, avec des concours construire en pierre naturelle, animés par le SNROC notamment, les emplois, l'emploi-formation et la thématique de l'emploi-formation qui sera extrêmement porteuse. Et puis, en écho à ce qu'on va faire sur la journée Ville Verte, une journée aussi autour du patrimoine, puisque ça sera important de visiter des sites exemplaires autour de ça. Avant peut-être de redonner quelques éléments sur le Carré des Jardiniers, je tiens à dire que dans cette sortie de crise et dans ce concept de sortie de Covid, on est très heureux de la tenue et la perspective de tenue de cette manifestation. On a une très belle dynamique autour de l'approche du salon, que ce soit en termes de confirmation de fournisseurs ou déjà de demande de participation de nombreux paysagistes, concepteurs, en tous les cas professionnels autour de la manifestation. Donc merci à tous pour votre confiance. Je pense qu'on est prêt chez GL Events à rouvrir nos manifestations, et on l'a vu depuis le 9 juin. Donc on est organisé pour ça, et les conditions sanitaires seront bien évidemment respectées au regard des dispositions gouvernementales qui seront en vigueur si c'est encore le cas fin novembre. Il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. On a ouvert nos manifestations depuis juin qui se sont toutes extrêmement bien passées. Et j'en profite du coup aussi pour faire un focus en disant que cette année, au-delà de la tenue de la manifestation en présentiel, les équipes ont travaillé à une nouvelle offre digitale autour de la manifestation qui nous permettra de renforcer l'audience, valoriser les innovations dans une temporalité qui sera celle du salon, mais aussi de façon déconnectée. Donc un nouvel outil à décliner qui sera du coup qui permettra du coup de faire aussi des rendez-vous d'affaires, d'accéder au programme, à la liste des exposants. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site paysalia.com notamment. Alors avant, peut-être que je suis un peu bavarde, de passer sur d'autres sujets. On est ravis de voir se tenir la 6e édition du Carré des Jardiniers à l'occasion de Paysalia. Je remercie tous nos partenaires, et notamment notre partenaire officiel Valor qui est engagé à nos côtés. On a choisi cette année de travailler autour d'une thématique, et on y reviendra, qui est la thématique du jardin, du vivant, du bon vivant. Je crois qu'aujourd'hui, et encore plus, on avait retenu cette thématique avant la crise du Covid, mais encore plus aujourd'hui, je pense que ça fait partie des préoccupations des Français, que l'on vive en zone urbaine, en zone rurale, en zone périurbaine. Donc, je suis ravie qu'on puisse du coup adresser aussi ces sujets dans le cadre de la manifestation. Je pense que c'est important, elle a souligné, de répondre à ces enjeux environnementaux qui nous concernent tous. Et je pense que cet événement, moi comme à chaque fois, qui ne suis bien évidemment ni conceptrice, ni paysagiste, ni jardinier, je suis toujours bluffée par la qualité des projets, par l'engagement des professionnels qui concourent. Je pense que ce thème est inspirant, il est en union avec la nature. On a eu la chance d'avoir une quinzaine de candidats qui ont répondu du coup à cet appel. Aujourd'hui, on va découvrir 5 finalistes d'exception. Je pense que vous serez aussi bluffés par la qualité de votre travail. Donc voilà, je leur laisse la parole. Mais voilà, j'ai déjà hâte d'y être et de pouvoir redécouvrir du coup les jardins sur place. Merci Florence pour ce retour sur le Carré des Jardiniers et pour Paysalia, donc cet événement de la filière du paysage. Alors justement, je me retourne auprès de Laurent Bizot. Vous êtes avant tout un entrepreneur du paysage, comme on le soulignait il y a quelques minutes ensemble. Vous êtes président de l'UNEP depuis 2 ans. Vous avez été élu sur ce salon en 2019. Vous êtes co-organisateur du salon. Alors 2020, 2021, 2 années
pas très ordinaire justement. Alors comment se porte la filière paysage? Eh bien, Franck, je dirais bien. Mais avant de rentrer dans le détail des chiffres un petit peu de la situation de notre filière, je souhaiterais en quelques mots vous présenter un petit peu l'UNEP et puis les entreprises du paysage. Savoir ce que nous représentons parce que, en fait, on l'a vu plus que jamais sur cette année 2020, l'appartenance à une organisation professionnelle était plus qu'importante puisque ça a permis quand même un certain nombre d'actions. Alors, il faut savoir que l'UNEP, les entreprises du paysage, on représente les 30 000 entreprises en France et je n'oublie pas non plus les départements d'outre-mer où on est également représenté, bien sûr. On représente 100 000 actifs et à peu près 65 000 salariés pour un chiffre d'affaires annuel d'environ qui dépasse les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, à l'UNEP, on a plusieurs missions. On est là pour accompagner nos adhérents dans leur développement de tous les jours, dans leurs interrogations. On est là pour valoriser nos métiers. On est là pour faire toute la promotion, et on l'a bien vu, des espaces verts, des espaces extérieurs. Et puis, je dois dire que 2020, ça a été vraiment une année charnière qui a vraiment permis à la fois aux chefs d'entreprise de poursuivre leur activité, parce qu'il y a vraiment eu une vraie période de doute. Faut repartir du contexte et du départ où, à un moment donné, on nous a dit on est en état de guerre, fermez les entreprises. Et puis très très rapidement, on nous a dit non, mais vous êtes une filière qui pouvait travailler. Donc vraiment, les chefs d'entreprise ont su, grâce à notre syndicat professionnel, se remettre en route et reprendre leurs activités. Et donc là, c'est quand même important de le souligner. Alors, effectivement, comme le disait Florence, moi je suis ravi d'être là et je suis ravi de lancer ce carré des jardiniers. Parce que, effectivement, la chance qu'on a quand même, c'est que Paysalia et le carré des jardiniers va peut-être, et j'en suis sûr, faire partie des salons qui n'auront pas été annulés. Parce que je rappelle, le dernier Paysalia était fin 2019. Et donc, a priori, ce sera épargné. Donc je m'en félicite et c'est peut-être un signe extrêmement positif pour notre filière. Alors, vous me posiez la question de savoir un petit peu où on en était. Alors, 2020, forcément, ça a été une année de doute avec un certain nombre d'interrogations. Il faut savoir que notre filière, en fait, travaille sur plusieurs types de marchés. Marché des particuliers, les marchés privés et puis les marchés publics. Ce qui a rebondi et le soutien au marché, réellement, c'est au niveau des particuliers, puisque on est, même en 2020, ce marché-là était en croissance, avec plus 6%. Par contre, je parlais de bémol tout à l'heure, effectivement, les marchés privés, que je rappelle, c'est toute la promotion immobilière et puis les copropriétés, est en baisse de 3,5%, et ainsi, chiffre équivalent au niveau des marchés publics, où là, on a quand même une certaine inquiétude par rapport à ça. Marché des particuliers, eh bien, on l'a vu, les confinés, qu'est-ce qu'ils ont voulu dès qu'il y a eu cette période restez chez vous, dès qu'ils ont pu vouloir aller bénéficier d'un espace vert, ne serait-ce qu'un petit balcon, mais c'est une terrasse, un grand jardin, etc. Ils sont allés se réfugier là, et là, ils ont vu vraiment tous les bénéfices du vert. En parallèle de ça, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de notre syndicat? C'est que nous avons aussi porté un certain nombre d'actions auprès des pouvoirs publics, justement pour promouvoir tous les bénéfices du vert. Et puis je soulignerai juste une chose importante, c'est que lors du premier confinement, les espaces verts publics sont restés fermés. Et grâce à nos actions de lobbying qu'on a pu mener, les espaces verts publics, lors du deuxième confinement, ont été ouverts. Et on l'a vu et on s'en satisfait tous, ce sont les jeunes à qui ces espaces verts ont manqué le plus lors du premier confinement et qu'ils étaient quand même ravis de redécouvrir ces espaces verts ouverts. Donc ça, c'est sur ce premier point-là. Et puis forcément, nous poursuivons toutes nos actions de lobbying auprès des donneurs publics. Ils doivent se servir de ça. On doit leur faire comprendre que finalement, le citoyen a besoin de verre. Donc besoin de verre au niveau des espaces privés, mais besoin de verre aussi au niveau des espaces publics. Et nous participons, nous avons une forte contribution. Aujourd'hui, on connaît tous le sujet de la loi climat et résilience. Nous portons
un certain nombre d'actions par rapport à ça, et nous sommes vraiment satisfaits de voir que nous sommes écoutés sur un certain nombre de sujets. Je citerai les sujets de désimperméabilisation des sols, les sujets de certificats de biodiversité qu'on porte, et puis un vrai sujet d'avenir qui est justement la végétalisation des parkings au niveau des espaces publics. Alors ça, c'est 2020. Quelques chiffres sur l'année 2021. À aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres de notre baromètre du premier semestre de cette année. Mais il y a une tendance qui nous laisse présager que les chiffres 2021 vont être à l'identique de ceux de l'année 2020. C'est-à-dire toujours cette forte croissance au niveau des marchés des particuliers, toujours cette inquiétude au niveau des marchés publics. Donc un vrai travail de lobbying que nous menons justement pour montrer aux donneurs d'ordre. Là, nous avons vraiment mené une campagne au niveau des élections régionales qui viennent de se terminer à l'ensemble des candidats pour essayer de promouvoir le vert au niveau des villes et des régions. Et puis, voilà, ce sont des sujets que l'on continue à porter. Et puis enfin, je dirais simplement que là où on a quand même une certaine difficulté que l'on rencontre, c'est sur le problème encore de l'attractivité de notre filière. C'est-à-dire qu'on a du travail, les entreprises du paysage ont du travail, mais on continue à avoir d'énormes problèmes de recrutement au niveau du personnel et au niveau du personnel qualifié. Ça reste à aujourd'hui notre première préoccupation. Et puis, pour conclure, je dirais que la chance qu'on a, et j'en suis vraiment persuadé, je pense qu'on est vraiment sur un tournant de notre métier. On a un problème de visibilité très clairement. On est un métier qui n'est pas nouveau, mais on est un métier d'avenir. On est sur une vraie transition, à la fois liée à la crise que l'on rencontre, parce qu'elle n'est pas finie cette crise, mais que l'on rencontre depuis l'année 2020, à la fois sur les sujets qu'on porte au niveau des sujets de biodiversité ou autres. À la fois les paysagistes, concepteurs et les entreprises du paysage sont des professionnels et sont là pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et j'ose espérer, et j'ai un véritable espoir, que ce problème de visibilité que l'on rencontre essentiellement vis-à-vis des jeunes, qui pensent encore aujourd'hui que c'est un métier difficile, c'est un métier où il n'y a pas de travail, alors qu'on voit bien que c'est vraiment pas le sujet. C'est au contraire un vrai métier qui présente une diversité incroyable d'activités. D'ailleurs, je souligne qu'on a mis en avant récemment un nouveau site qui s'appelle Les métiers du paysage et que j'invite tous à aller voir. Donc c'est un vrai métier d'avenir, c'est un vrai métier de professionnel. Et je pense que ce concours et ce carré des jardiniers qui se présente, je m'en félicite vraiment parce que il va y avoir bien sûr un gagnant, il va y avoir un maître jardinier, mais je pense que déjà, je remercie tous ceux qui ont pu participer à cette première sélection. Aujourd'hui, il y a 5 finalistes, mais ces 5 finalistes sont tous des gagnants et sont tous pour moi de véritables ambassadeurs de notre filière. Et vraiment, je les en remercie et je pense que par leur contribution, c'est une vraie visibilité que l'on va avoir. Merci Laurent pour ce message plein d'espoir. Le métier de jardinier, un métier d'avenir en pleine transition, c'est exactement cela. Je rappelle que vous êtes à la présidence, vous êtes président de l'UNEP, donc les entreprises du paysage. Valeur est partenaire officiel du Carré des jardiniers. L'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, c'est sa valeur. Alors, quelle est la place du Carré des jardiniers? Retour sur une thématique très justifiée donc, cette année du concours 2021 en pleine crise sanitaire. Nous retrouvons en vidéo Michael Mercier, président de Valeur. Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour cette conférence de presse du Carré des jardiniers, mais je voulais absolument être présent par les moyens modernes de la vidéo. Et voilà, vous dire qu'effectivement Valor est le partenaire officiel du Carré des jardiniers et c'est un concours qui est extrêmement important pour toute la filière. Alors après les victoires du paysage qui viennent d'avoir lieu et qui ont connu un très grand succès et qui mettent en avant en fait les plus belles réalisations paysagères en France, le Carré des jardiniers met en avant l'excellence de nos métiers à travers les hommes, l'homme qui sera effectivement le meilleur, le jardinier français à travers ce concours. Et c'est lui qui va porter l'excellence de nos métiers et le promouvoir. Et c'est un challenge qui est extrêmement important parce que dans le contexte actuel,
le paysage connaît une recrudescence importante. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de fond où les Français ont besoin de végétal, ont besoin de jardin, ont besoin de s'inspirer des plus belles réalisations. Et le vainqueur du Carré des Jardiniers aura cette lourde tâche de pouvoir être l'ambassadeur en fait de tous les paysagistes et jardiniers français. Donc c'est effectivement un beau challenge que vous serez amené à relever. Alors le thème de cette année est forcément très inspirant. Après la place du village, le jardin du bon vivant, ben, on est complètement dans les thématiques d'aujourd'hui. C'est vrai que tout ce qui est vivrier aujourd'hui connaît une tendance extrêmement forte dans les ventes. Les consommateurs ont besoin de sens, ont besoin de trouver des repères dans les jardins, ont besoin de s'alimenter. Et le jardin du bon vivant, bah, c'est un peu tout ça. C'est le jardin où on vient puiser des ressources. Et voilà, donc c'est un thème extrêmement porteur et je souhaite au jury de travailler avec ce même état d'esprit, un esprit de bon vivant. Et je sais qu'avec Jean Mus, il n'y aura absolument aucun souci, vous saurez le faire. Donc je vous invite à être pour le jury exigeant, à trouver les meilleurs et je vous souhaite à vous les candidats voilà, beaucoup d'inspiration pour mener le meilleur projet vers ce concours voilà, où nous serons ensemble à Paysalia. Bonne chance à tous, bon courage, à très vite et merci pour votre engagement. À bientôt. Merci Michael Mercier, président de Valeurs. Et oui, beaucoup d'inspiration. Ils en ont, je peux vous dire, vous allez les découvrir dans 10 minutes. Vous allez découvrir donc les 5 finalistes du Carré des Jardiniers 2021. N'hésitez pas sur le réseau, sur le chat, à poser déjà, chers journalistes, vos questions. Nous répondrons en fin de conférence. Alors, il est à ce concours ce que le soleil et l'eau sont à la graine. Son accent et ses envolées lyriques que beaucoup connaissent nous transportent dans les plus beaux jardins du Sud. Il nous parle de l'ADN du concours qu'il a créé. Il nous redonne la place du jardinier dans ce contexte de crise sanitaire. On en a déjà parlé avec Laurent Bizot de l'UNEP. Direction Cabris, dans les Alpes-Maritimes, où nous allons rencontrer Jean Mus, président du concours. Ah, parti. Bonjour, comment allez-vous? Je vais merveilleusement bien. Je suis à Cabris. C'était difficile. Je repars demain. C'était très difficile pour moi de venir vous retrouver à Lyon. Mais en fait, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que je puisse vous regarder au travers d'un écran et vous dire combien je suis heureux et fier de partager avec vous cette nouvelle aventure, donc du Carré des Jardiniers, qui nous fera nous retrouver avec ces 5 candidats retenus qui, je l'espère, sont pleins d'inquiétudes, de doutes, mais aussi pleins d'enthousiasme pour préparer une fin d'année merveilleuse après tout ce que nous venons de passer. Mais c'est pas si dur que ça, puisque nous avons la chance d'être les représentants du monde du plaisir. Et quand on a installé ce Carré des Jardiniers, on ne se doutait pas combien il serait important pour bien vivre, pour supporter les choses dont nous n'avons pas l'habitude, pour les partager, pour les sentir, les toucher, les regarder, et faire que, en fait, ce que l'on appelle une crise sanitaire, ça peut être aussi une crise de conscience extraordinaire, et se dire que la nature est là pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous manquons, et surtout nous dire que nous devons la respecter. Alors la respecter comment? Eh bien justement, ce Carré des Jardiniers est là pour innover des idées, faire en sorte que des pulsions nouvelles puissent être proposées à tous ces visiteurs que nous allons accueillir, mais surtout, n'oublions jamais que nous devons représenter des territoires, des terroirs
des métissages. Important, mais métissage avec respect et non pas avec exagération. Ne pas oublier que l'humilité est probablement une des vertus principales du jardinier. Alors, si dans son carré, le jardinier se sent pleinement responsable de tout cela, il est prêt à entr'ouvrir une petite porte qui fera que le carré du jardinier deviendra grand comme notre amour pour la nature et les jardins. Belle journée et à bientôt. Je vous l'avais dit, c'était du Jean Mus, donc il nous parlait de Cabris. Alors, ils ont décidé de changer leur destin d'hommes ou de femmes du paysage. Ils ont été sélectionnés par un jury de professionnels du jardin, mais aussi des journalistes, des artistes. Nous allons maintenant découvrir les 5 finalistes du Carré des Jardiniers 2021. Avec Stéphane Fritsch, Guillaume Lachana, Mathias Orsi, Hélène Pépin et Franck. Allons-y, alors il a 25 ans, il nous vient d'Alsace, il est passionné par la nature, il est cadre chef de projet chez Müller Paysage à Galspitzen, j'espère que je l'aurai bien dit. Stéphane Fritsch nous a rejoint. Alors son jardin Cultivons notre bien-être, il permet de vivre des expériences multisensorielles, des espaces de sérénité, de bien-être et de lâcher prise. Eh bien on vous écoute Stéphane. Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors oui, le titre de mon jardin, Cultivons notre bien-être. Alors, dans ce jardin, j'ai un rêve. Créons un ensemble de bien-être, de lâcher prise, de notre moment de quotidien, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours, en famille, en amis, au repos ou à la détente. Alors c'est un jardin qui suscite les émotions multisensorielles, que ce soit au travers de différents moyens, il va permettre de mettre en action et en avant des moments de détente et de lâcher prise. Alors ce jardin, il est composé de 6 éléments principaux. Alors dans l'entrée, on va retrouver une statue, au pied une boussole avec le nord symbolique des repères de l'humain. Ensuite, nous allons avoir une terrasse sous une pergola, un salon de jardin qui invite au repos, entouré d'un muret en pierre sèche, avec un mur en végétal également. À son pied, une fontaine qui va permettre d'inviter à la détente, le murmure de l'eau qui va apaiser et sensibiliser l'âme de l'humain. Ensuite, nous avons une forêt de bouleaux. À son pied, quelques transats qui vont permettre de faire la sieste du midi, d'apprécier la rosée du soir. Ensuite, nous poursuivons sur un nouveau type de bureau, le bureau Nuka Space. Alors, en vue de la conjoncture actuelle, il est judicieux de réfléchir et de penser à des nouveaux modes de travail ouverts sur les jardins et sur la nature. En face, nous trouvons un ensemble de jardins, de potagers, une zone brasero, avec également une table, qui sont des lieux de festivité, de partage, où on va permettre de cultiver des fruits, des légumes. Après, ensuite, on va avoir la table, qui sous cet arbre, on va pouvoir dîner, apprécier sa culture de son jardin et de son potager. Alors, ensuite, nous allons avoir également des plantes aromatiques sur cette table, qui vont permettre d'assaisonner et d'agrémenter son repas. Alors pour en conclure, c'est un jardin qui est multisensoriel, qui va permettre d'apprécier les bienfaits de l'être humain et de ce que la terre peut nous offrir. Et il va permettre une flânerie aux spectateurs et aux invités qui vont venir sur ce salon. Merci de m'avoir écouté. C'est nous Stéphane, merci beaucoup pour cette balade dans un jardin qu'on a hâte de découvrir au mois de décembre. Alors il a 30 ans, il est originaire des Monts du Lyonnais, c'est le local de l'étape, il vient de l'ouest de Lyon, son entreprise s'appelle Green Steel, elle est située en périphérie lyonnaise. Alors il a une formation gestion des entreprises et école de commerce à 1000 lieues du paysage comme il a pu me le dire. Il a décidé de rejoindre l'entreprise familiale, Guillaume Lachana nous a rejoint, bonjour Guillaume. Alors jardin des villes, jardin des champs, jardin vivant, réunir dans un même espace deux mondes complètement antagonistes, comment ça se passe? Explication avec vous Guillaume. Bonjour à tous. Alors effectivement, sur le papier, on a réuni deux mondes complètement antagonistes.
Alors, l'objectif premier de notre jardin, c'est avant tout de traiter la question de la fertilité des sols. Notre jardin, il aura un rôle pédagogique puisqu'il proposera aux visiteurs de se questionner sur l'avenir des supports de culture et la nécessité de préserver cette ressource qui est pour moi et pour l'ensemble des paysagistes et des entrepreneurs en paysage une ressource essentielle à l'élaboration d'un jardin. Donc pour ce faire, nous proposons aux visiteurs un voyage à travers deux univers, comme vous l'avez dit Franck, a priori antagonistes. Un premier univers, donc un milieu urbain, de prime abord hostile au développement d'un jardin. Dans ce milieu urbain, donc on retrouve au sol des croûtes d'enrobés pour vraiment appuyer sur le côté stérile et non propice au développement du jardin. Et puis sur ces croûtes d'enrobés, une structure en bois. Alors cette structure, elle peut évoquer plusieurs choses. Elle évoque bien évidemment la culture hors sol, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec l'agriculture, mais elle peut évoquer également des tuteurs, une treille autour desquelles des plantes grimpantes, des légumes viendraient s'agripper. Et enfin, elle peut évoquer une sorte de cabane, la cabane d'un Robinson urbain qui serait venu ici s'approprier l'espace, en faire un lieu où il se sente bien, en faire son jardin. De part et d'autre donc de cet environnement urbain, on retrouve d'un côté des tables à substrat où on cherche, encore une fois, à avoir un rôle pédagogique, montrer aux visiteurs comment est-ce que, à partir de sols, de terres non fertiles, on arrive malgré tout à planter et à faire pousser des végétaux. Et de l'autre côté, on retrouve donc une souche usinée pour en faire une banquette et un lieu propice à la détente. Ces deux éléments qui structurent le jardin se poursuivent sur la deuxième partie de notre jardin, donc un jardin plutôt rural, un jardin presque dans son état naturel, bien que le visiteur sera ici au milieu d'arbres en lévitation. On cherche vraiment à le plonger au cœur de la terre, il se promène dans la terre, et l'idée c'est qu'il puisse vraiment sentir la structure, la nature du sol, pouvoir la toucher, voir les racines des arbres qui sont autour de lui. La souche et les tables à substrat sont ici à l'état plus naturel. La souche se décompose, devient matière organique et participe à la vie des sols. Donc, comme je vous l'ai dit, a priori deux mondes antagonistes, mais au final, l'idée c'est que nos deux jardins sont des jardins malgré tout nourriciers. D'un côté, effectivement, l'homme et la main de l'homme ont peu de place, puisque la nature fait déjà une bonne partie du travail. Et de l'autre côté, on voit que l'homme est ingénieux, qu'il doit sans cesse innover pour trouver de nouvelles solutions et pouvoir proposer un jardin fertile sans pour autant oublier la nature et le côté agronomique de notre métier. Merci Guillaume pour cet éclairage sur ce jardin, ces deux jardins en opposition en un seul. Alors, le candidat suivant, il a 47 ans, il est entrepreneur paysagiste de formation agricole, il est gérant de la société Asco Environnement à Aubagne. J'accueille Mathias Orsi, notre troisième compétiteur. Alors lui, c'est un aquatique, un amoureux de la Méditerranée. Il construit son projet jardin autour de l'élément eau, avec une structure aérienne qui va capturer l'eau. On va passer du jardin luxuriant au jardin sec. Alors le suite de la visite de ce jardin qui va s'appeler l'Oasis du futur avec Mathias. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, nous sommes partis sur un projet que l'on a nommé l'Oasis du futur. Nous sommes originaires du sud de la France et nous avons effectivement de plus en plus de problématiques sur les conditions hydriques et les ressources au niveau aquatique, au niveau des pluviométries. Donc nous sommes partis sur un jardin avec différents éléments. En l'occurrence, nous sommes partis sur une structure, un ouvrage central qui va recueillir les eaux de pluie, les rosées du matin. Ces eaux vont être récupérées dans différents bassins et conteneurs où il y aura effectivement une contenance et un excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de la communication. Nous sommes des jardiniers. Ouais, nous sommes des jardiniers, tout à fait. Bon alors, l'eau va arriver en bas. Elle va arriver en bas, elle va être collectée, elle va être récupérée dans différents bacs.
L'ouvrage va permettre effectivement, sur le premier plan, de recueillir des plantes grimpantes. Ces plantes grimpantes qui auront aussi une vocation d'ombre, mais aussi une vocation nourricière, avec des actinidia, des vignes vierges, etc. Sur le point central, effectivement, sur ce premier jardin, nous avons donc une zone de détente, une zone de repos. Le jardin qui se situe à côté, ça sera un jardin nourricier, avec des plantes potagères, des arbres fruitiers. Voilà. Donc, en troisième jardin, nous avons un jardin plus sec. L'eau va se diffuser effectivement sur l'ensemble du jardin, et plus on va loin dans le jardin, moins il y aura de ressources hydriques. Donc on a différents types de végétation. L'oasis du futur, c'est également le thème que l'on a pris, parce que c'est aussi une invitation au voyage. Ce jardin, comme on peut le découvrir, il a plusieurs espaces, et c'est aussi un jardin de déambulation, d'agrément, où il y aura plusieurs espaces, comme on peut le découvrir, et des espaces d'agrément, de repos, de détente et de travail. Voilà, le projet de notre jardin. Ça s'appellera l'Oasis du futur, à découvrir dans le Carré des Jardiniers en 2021, en décembre 2021. Et c'est le jardin de Mathias Orsi, un jardin où le souci de l'eau est une grosse préoccupation pour nous tous, mais également pour Mathias. Ah, une compétitrice dans notre concours, elle a 35 ans, elle nous vient de Arras, du Pas-de-Calais. Sa société s'appelle Pépin Paysage. Et par contre, elle nous vient de Marseille. Elle aussi, nous accueillons Hélène Pépin, paysagiste concepteur. Alors, à table, je sais qu'il est 11h41, on a peut-être un petit peu faim, mais à table, c'est le nom de son projet jardin. Un lieu de rencontre autour d'une table jardin revisitée avec des curiosités du monde végétal. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, bienvenue dans le jardin à table. Donc, dans un contexte de crise sanitaire, j'ai voulu, et avec le thème du jardin du bon vivant, accueillir les personnes dignement et dans un espace fluide, avec donc une entrée et une sortie possible, hein, pas d'impasse, et possibilité de croisement aisé. Et donc c'est un lieu avant tout. Pour moi, dans le contexte d'un salon, il faut pouvoir se poser, souffler un peu, se recentrer et puis observer ces jardins qui sont voilà, des milieux vivants dans un endroit un peu, voilà, on va dire, dur quelque part, des fois, bruyant. Et donc ce jardin donc, est un lieu de partage autour d'un îlot central où bouillonne la vie. Et il y a cette table qui s'éclate autour d'un verger, un verger donc, où bouillonne la vie. Et autour de ce verger, sur ses flancs, la décomposition qui fait partie de la vie et crée l'humus. Donc tout autour de ce jardin, on a un peu le lieu d'un sous-bois, des champignons, des fougères, du lierre et des petites fleurs cireuses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en décembre. Donc il y a des fleurs cireuses parfumées qui sont armées contre le froid et qui exultent leur parfum. Donc voilà, j'ai envie de toucher les gens par l'émotion, par le goût, donc de pouvoir proposer des curiosités végétales avec des dégustations de plantes comestibles. Voilà. Je travaille beaucoup sur la conception de paysagère à travers un jardin, un paysage gourmand où 100% de ma palette végétale est soit comestible, utile et médicinale. Donc on pourra, j'ai envie d'emmener les gens dans ce jardin qui puissent remporter avec eux un petit souvenir avec le goût par exemple d'une arochalim, le goût salé d'une arochalim, que moi j'appelle un épinard, un buisson épinard, ou pourquoi pas le goût piquant de la fleur d'une lobelia maritime, cousine de la roquette. Voilà, donc j'ai envie d'emmener tous ces gens là-dedans. Voilà, merci à vous. Merci Hélène. On y était déjà dans ce jardin un peu gourmand et on a hâte de le croquer, ce jardin, au mois de décembre. C'est une belle édition. Les projets sont
Top, top, top. Allez, dernier compétiteur de cette édition 2021, 31 ans, il vient de Périgueux, en Dordogne, en Périgord. Sa société s'appelle Serra Paysage. Elle est basée à Coulognac-Chamier. Alors avant son parcours de formation, il était tout simplement commis de sa grand-mère dans son jardin. Franck Serra vient de s'asseoir à côté de moi. Le jardin va s'appeler Human Essence. C'est un jardin vertueux et résilient, en accord avec la nature. Pour l'instant, tout va bien. Au programme, le sol, l'eau, une forêt luxuriante. Moi, j'ai planté le décor. La suite, c'est à vous, Franck. Merci, Franck. Alors, on le sait tous, aujourd'hui, l'humain est en quête de sens. On l'a bien vu ces derniers temps. Et le jardin a été conçu en ce sens-là, vraiment, où il prend vie sous nos pieds, avec des sols fertiles, nourriciers, perméables, auxquels, vous le voyez sur la vue en plan, sera associée une canopée. Une canopée, la symbolique de la biodiversité, sera symbolisée dans ce jardin qui donnera lieu à deux espaces. Deux espaces, le bien-vivre et le bien-être, qui donneront la sensation d'un espace commun. L'espace bien-être, qui est composé de lui de bancs publics revisités qui permettront de pouvoir contempler vraiment cet espace-là, le paysage. Une grande table d'eau sera présente également dans ce jardin du bien-vivre, où nous pourrons passer au travers et arriver sur des cocons relaxants avec de la musique douce pour se ressourcer. Le tout dans cet espace couronné d'une forêt luxuriante, dense, fertile et nourricière. D'autre part, nous avons l'espace bien-être, bien-vivre. Le bien-vivre, lui, s'est constitué avec la table de partage. On le sait très bien, en France, on est connu mondialement pour la gastronomie. Le jardin du bon vivant opère vraiment ici. Une table de 7 mètres de long, végétalisée, des fruits, des légumes seront parsemés sur cette table-là. Le tout sur le fond de la table sera parsemé d'un théâtre qui permettra d'avoir des plantes potagères, mellifères, pour symboliser de la terre à la table, véritable symbolique de cet espace. Voilà le jardin du bon vivant que nous avons représenté ainsi. On vous attend en décembre pour le visiter. Nous aussi, on vous attend, Franck. On est impatients de découvrir ce 5e projet du Carré des Jardiniers 2021. Il est 11h47, on est dans les temps. N'oubliez pas que sur le chat, vous pouvez, vous journalistes ou autres, poser vos questions. Nous répondrons en fin de conférence de presse. Alors, je me tourne vers vous, Florence Rousson-Monpeau, pour nous rappeler les dates de l'événement. Date de l'événement du 30 novembre au 2 décembre avec l'élection du maître jardinier le 1er décembre. Plus spécifiquement, moi j'ai envie de vraiment remercier et profiter de l'occasion pour remercier tous les partenaires et tous les acteurs engagés autour de ces événements, qu'ils soient partenaires, fournisseurs. Un petit focus et un grand merci à Jean Mus et à toute l'équipe du jury parce que c'est beaucoup de temps passé aussi. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Merci à tous les candidats. En tous les cas, bravo pour votre passion, pour votre enthousiasme, la richesse de vos projets. C'est vraiment super. J'ai hâte de découvrir tout ça. Je sais que les prochains mois vont être denses et on en parlait tout à l'heure. Vous êtes déjà à fond sur l'exécution, l'entraînement, la réalisation de vos zones. Donc, bravo à tous pour votre pugnacité aussi. Rendez-vous donc du 30 novembre au 2 décembre. 1er décembre, élection du maître jardinier. À très bientôt, en tous les cas, à tous. Et merci, bien évidemment, je n'oublie pas, mais à Laurent et à toute l'équipe de l'UNEP, co-organisateur de Paysania, je le rappelle. Merci. Merci Florence. Et justement, donc moi je remercie GL Events, l'UNEP, forcément, Valeur, pour ce fabuleux concours. Remerciements à nos partenaires, je vais les citer. Valeur, partenaire officiel, mais également les sociétés Dumona, Fibre Verte, LigneDirecte.fr, l'Oxam, sans oublier nos partenaires de la presse professionnelle, Profession Paysagiste et Garden Lab. Et on n'oublie pas cette année les petits nouveaux, les centres de formation partenaires. N'oubliez pas également que toute l'équipe de Paysalia et nos attachés de presse, nous restons à votre disposition et notamment dans quelques minutes pour répondre à vos questions. N'oubliez pas que le Grand Jardin Paysalia continue de pousser sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Restez donc
connectés. Merci à vous tous pour votre présence. Ne nous quittez pas, les questions dans quelques minutes. Et merci de nous avoir suivis sur les réseaux. Alors, on va donc maintenant s'adonner au jeu de questions-réponses, si on peut appeler ça un jeu. Alors, première question, je pense que je vais m'orienter vers vous, Florence. Quels sont les critères de sélection des finalistes ? Alors, il y a de nombreux critères de sélection des finalistes. Je crois que Michael Mercier le soulignait tout à l'heure. On a un jury qui est éclectique et très exigeant par rapport aux candidats. On a des critères de notation techniques, des critères créatifs, des critères également esthétiques. Donc, vous voyez que la palette, pour reprendre une expression sectorielle, est assez large. Et justement, le jury va étudier disposition, composition justement de la palette végétale, le respect du thème, l'impression générale, l'aménagement et l'harmonie de l'aménagement des espaces. Et puis, bien évidemment, lié aux candidats, et on l'a vu, leur savoir-être, la façon de communiquer autour de leur projet, des valeurs, puisque Laurent le rappelait, ce sont déjà, et le maître jardinier encore plus, seront les ambassadeurs de la profession durant les 2 prochaines années. Donc voilà, un ensemble de critères extrêmement poussés. C'était la première question. Alors, qui constitue le jury du carré de jardinier ? Qui constitue le jury du carré de jardinier ? Alors un jury, je ne vais pas tous les citer, on a parlé du président Jean tout à l'heure. Je crois que le jury est à l'image de ce qu'on veut faire de ce carré des jardiniers. On a beaucoup évoqué la question de la polysensorialité et de l'importance des sens. Le jury est à l'image de cette polysensorialité, c'est-à-dire qu'on va retrouver des experts, paysagistes, concepteurs, mais on va aussi retrouver des chefs, des parfumeurs, des sculpteurs, des artistes. Donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est cette notion de polysensorialité. Oui, on ne les a pas cités, mais on remercie tous les membres du jury qui nous suivent pour certains depuis plusieurs sessions du carré des jardiniers. Bien sûr. Question pour Laurent Bizot, président de l'UNEP à nos côtés. Que représente le concours du carré des jardiniers pour la profession ? Bien, écoutez, je dirais essentiellement de découvrir la multitude des métiers existants. Et puis la question s'y prête bien après la présentation de nos 5 candidats, où on a très bien vu la variété et la multitude des métiers que l'on peut découvrir dans cette filière. Il faut savoir que c'est un métier où on travaille au sol, c'est un métier où on travaille en l'air. On travaille au sol, on travaille le bois, on travaille la maçonnerie, on travaille l'eau, bien sûr tous les aspects de végétalisation au sol, mais on travaille aussi en l'air avec les sujets le sujet des travaux d'élagage, le sujet des végétalisations du bâti, c'est un sujet en ce moment très à la mode entre la végétalisation des façades, les végétalisations des toitures, etc. Et je pense que, encore une fois, à travers ce concours de carré des jardiniers, ça permet de montrer qu'on a une profession extrêmement riche et qui peut être à destination absolument de tout le monde. Aujourd'hui, on essaye de promouvoir notre métier auprès des jeunes, auprès des personnes en insertion, auprès des personnes en reconversion professionnelle. C'est un sujet qui est quand même plus que d'actualité aujourd'hui, avec un certain nombre de gens qui s'interrogent sur leur avenir et qui se disent tiens, je travaillais dans une tour à la Défense, pourquoi pas, avec une cravate, et j'enlève tout ça et puis je me retrouve dans un espace extérieur. Donc je pense que vraiment ce carré des jardiniers permet un petit peu, on va dire, de casser parfois cette image qu'on peut avoir finalement de pousseurs de tondeuses, et en fait on le démontre bien que c'est pas ça du tout. Il y a une vraie richesse dans cette filière, et encore une fois on ne peut que remercier tous les participants à ça, et puis qui à travers leur réalisation montre bien cette richesse. C'est un métier, on va dire, qui a le vent en poupe et qui malheureusement est peut-être certaines fois dénigré, malheureusement. Et le but du carré de jardinier, c'est justement de faire sortir cette profession de jardinier de l'ombre. On en a parlé tout à l'heure. Question suivante. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Que représente? Non, celle-ci, on l'a vu cette question. Je crois qu'on a fait le tour, Franck. Pas d'autres questions, me dit-on. Alors moi j'ai une petite question. Ça s'est bien passé, les futurs compétiteurs? Ça a été? Oui. Moins stressé que tout à l'heure?
Oui, oui. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci pour votre participation et votre réussite. C'était déjà un premier pas dans votre jardin. Et vous l'avez fait avec une belle démonstration. Merci Laurent Bizot, merci Florence Rousseau-Monpeau pour votre présence. Merci Franck. Merci de nous avoir Merci, suivis Franck. sur les réseaux. Nous sommes à l'approche de midi, comme promis. Fin de conférence. Merci pour votre assiduité et à bientôt pour l'aventure Paysalia dès fin novembre. Bonne journée à vous.